Bonjour Rokana Diallo, Bonjour. vous êtes ici à Africa numéro 1 pour nous parler de votre livre Racisme, mode d'emploi. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment on fait pour être raciste? C'est très facile, hein. Apparemment en ce moment il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le mode d'emploi sans avoir besoin de lire ce livre. Non, c'est un titre que j'ai volontairement choisi ironique parce que effectivement il y a ce double sens qui peut donner l'impression que c'est un manuel du parfait raciste, mais c'est plutôt une façon de décortiquer, d'expliciter la mécanique raciste et la manière dont le racisme, l'idéologie raciste imprègne notre quotidien. Justement, vous utilisez beaucoup l'humour pour dénoncer le racisme. Est-ce qu'avec le recul, un peu de recul, c'est la bonne méthode? Je considère pas que l'humour soit la seule bonne méthode. C'est une méthode parmi d'autres. C'est la méthode que j'ai choisie et que nous avons choisie avec les Indivisibles pour plusieurs raisons. La première étant qu'elle correspondait à notre personnalité. Et puis l'autre, c'est qu'on faisait partie des gens qui n'étaient pas les plus durement frappés par le racisme. Donc on est dans une position qui nous permettait de prendre un peu de distance et de faire avec humour. Après, nous sommes tout à fait solidaires des autres associations et organisations antiracistes. Et ça ne nous empêche pas de prendre part à des manifestations qui ne sont pas humoristiques. Dernièrement, on a co-organisé avec Saphir News et Respect Magazine et les hybrides de la République, une manifestation contre le débat sur la laïcité. C'est une manifestation tout à fait traditionnelle et classique. Je crois que l'humour, c'est un moyen de déculpabiliser, de prendre un peu de distance par rapport à la question, mais ça reste un moyen parmi d'autres et on ne peut pas considérer que ce soit l'unique moyen pour vaincre l'idéologie raciste. Les Yabon Awards, ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous avez eu des retours positifs par rapport à ça? Pour les Yabon Awards, on a eu des retours assez positifs, des gens qui ont assisté à la cérémonie, qui ont pris part au jury, qui ont pris part à l'organisation de la cérémonie. En revanche, on a eu très peu de retours des gens qui ont été nommés ou lauréats. Pourtant, ils ont été invités à se rendre sur la scène, à venir retirer leur prix lors de la cérémonie. Et ceux qui ont été, moi ceux en tout cas avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, sont plutôt montrés vexés. Après, ça a été un bon retour du côté des médias parce que la cérémonie a été couverte et c'est vrai que l'utilisation de l'humour pour montrer que les propos racistes sont très très présents dans notre univers médiatique français, ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce qu'on se rend toujours compte justement d'avoir des propos racistes? Justement, c'est ça le propre du racisme, c'est qu'on n'a pas du tout conscience d'être raciste et les gens qui sont racistes, alors en tout cas, il y a une différence entre les gens qui sont foncièrement racistes et ceux qui expriment simplement des préjugés. En tout cas, les gens qui sont foncièrement racistes sont toujours des gens pour les défendre et dire non, 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 nous ne sommes pas racistes. Et ce qui est important, c'est justement de déconnecter l'accusation de racisme de l'appréciation morale. C'est-à-dire que quand on tient des propos racistes, on n'est pas forcément méchant, ça n'a pas du tout de corrélation directe. C'est-à-dire que quand on tient des propos racistes, on est simplement dans l'erreur. Ça fait pas de nous quelqu'un d'humainement complètement sans valeur, ça fait juste simplement de nous quelqu'un qui se trompe, quoi. Et je pense qu'on est tout à fait, il est tout à fait possible qu'on tienne des propos qui sont nourris par des préjugés sans avoir conscience que c'est raciste. Justement, vous parlez de ce racisme pas si méchant et ces propos, c'est plutôt ces préjugés Mm-hmm. que du racisme un peu pur et dur comme il y a pu y avoir il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Disons que le racisme agressif, le racisme offensif n'a pas besoin d'être décortiqué parce que c'est assez évident quand quelqu'un est agressé pour des raisons racistes, c'est clair. En revanche, moi ce que sur quoi j'essaie de revenir, c'est le racisme que je qualifie d'atmosphérique, le racisme qui est très présent dans le quotidien, qui prend parfois même la forme de blagues, voire de compliments, et qu'on a plus de mal à identifier parce que quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime bien parce qu'il est noir, on a l'impression d'être complimenté. En même temps, on se dit pourquoi on n'a pas plus de raison de bien aimer quelqu'un parce qu'il est noir que de ne pas l'aimer parce qu'il est noir. Ça relève de la même mécanique finalement. Et dans les deux cas, on est dans le préjugé et dans le résumé, dans la facilité. Et là-dessus, moi je trouve que c'est important d'être à même comment dire, de déterminer et d'identifier le racisme quand il s'exprime sous cette forme un petit peu plus légère. Ce racisme léger, entre guillemets, atmosphérique, est-ce qu'il est présent dans les médias aujourd'hui? Il est présent, par exemple, quand on lit un fait divers et que je vois, par exemple, tel délinquant est d'origine algérienne. C'est présent parce que je ne vois pas pourquoi on précise l'origine du délinquant, parce que ça n'apporte rien souvent en termes d'explication à la nature du fait qui est décrit. Et j'ai vu aussi parfois, j'ai lu que des délinquants étaient d'origine guadeloupéenne. Et la Guadeloupe, à ma connaissance, c'est en France. Et je n'ai jamais lu que des délinquants étaient d'origine alsacienne ou berrichonne. Donc on voit bien que c'est une manière insidieuse de dire que la personne est noire et quelque part de faire comme s'il y avait un lien entre sa couleur de peau et ses agissements qui sont répréhensibles. Donc ça, dans les médias, c'est très très présent. Et puis après,
après, dans les commentaires qu'on peut faire, par exemple des révoltes urbaines en 2005, beaucoup de gens ont estimé que c'était la polygamie, l'islamisme qui était à l'origine des révoltes, alors qu'on savait très bien que c'était le désespoir social, la pauvreté qui ont nourri la révolte de ces jeunes-là qui ont décidé de se révolter contre leur sort. Là, vous parlez des médias informationnels, tout ce qui est news et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est des médias de divertissement, des émissions de télé-réalité ou ce genre de choses? Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore certaines formes de racisme? Dans les émissions de jeux télévisés, quelque chose qui est assez intéressant à observer, c'est quand il y a la présence de personnes non blanches sur le plateau, la façon dont les animateurs les interrogent. Moi j'ai vu ça, enfin je regarde pas beaucoup forcément ce genre de jeu, mais on est souvent alerté au niveau des Indivisibles par des gens qui nous expliquent par exemple que Tex, avec Les Amours, c'est un spécialiste en fait de la stigmatisation, c'est-à-dire que sous prétexte de faire de l'humour, il va s'en prendre aux origines des candidats et imiter un accent créole pour une personne qui, bien que noire, et voilà, vit en banlieue parisienne et d'origine effectivement antillaise, mais ça n'a rien à voir avec le cas en question. Et puis vraiment des interrogations un peu poussées, un peu répétées sur les origines. Et vraiment, les émissions de divertissement sont intéressantes pour ça. Puis la télé-réalité, on l'a vu l'année dernière avec la ferme Célébrité en Afrique. Là, c'était vraiment l'apothéose. Ou dernièrement, ces Trois Princes sur TF1 qui étaient des clichés ambulants. C'était vraiment voilà, du racisme en prime time. Vous êtes journaliste, chroniqueuse, et vous connaissez on va dire la cuisine interne des médias. Est-ce que dans ce microcosme des gens qui fabriquent les médias, vous ressentez une forme de racisme? Si vous voulez la vérité, je travaille pour... donc je suis à Canal+, mais je suis aussi à la radio RTL. Et j'ai été refoulée à l'entrée de RTL au moins 4 fois. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me rendais sur mon lieu de travail et le vigile m'a écartée. Parce que je pense que je ne ressemble pas aux gens qui composent la rédaction de RTL. Donc dans la composition socio-ethnique de la rédaction de la première radio de France, on se rend compte qu'il y a très peu de gens comme moi, mais pour plein de raisons. Parce que je suis aussi plus jeune que la moyenne et parce que je suis noire, honnêtement. Et ça, c'est dans la représentation que peuvent avoir les gens qui interviennent à l'antenne de cette radio-là, qui est la première radio de France. Il y a un vrai décalage avec la réalité française. Et ça, voilà, pour moi, clairement, les jours où on m'a refoulé à l'entrée, alors c'était pas un ordre du patron de la radio, mais c'était le vigile qui a agi en fonction de ce qu'il voyait dans son quotidien. Donc je me rends bien compte que dans une radio comme celle-là, je suis un profil très atypique, ce qui est anormal parce que les gens qui ont mon âge, qui ont grandi en banlieue, qui sont issus d'immigration postcoloniale, sont très très nombreux, et parmi les journalistes aussi. À Canal+, c'est un peu différent parce que c'est une chaîne qui a toujours eu la volonté de se coller au mieux aux réalités françaises. Au point de vue politique, on a l'impression qu'il y a un glissement. Il y a des gens de la droite traditionnelle qui tiennent ouvertement des propos racistes, ou des gens proches de la droite comme Éric Zemmour qui a été condamné. Et d'un autre côté, à l'extrême droite, il y a une espèce d'ouverture avec Marine Le Pen qui montre des candidats métis, ou noirs ou arabes. Qu'est-ce que vous pensez de ces glissements de terrain ? Ce que je pense, c'est qu'on s'inquiète beaucoup de la montée du Front National. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas la victoire électorale du Front National, mais la victoire idéologique. C'est-à-dire que depuis les années 80, ce qu'a réussi Jean-Marie Le Pen et ce qu'ont réussi les membres du Front National, c'est à contaminer le discours politique. Les discours qu'on entendait autrefois, qui étaient circonscrits à l'extrême droite, aujourd'hui se sont largement répandus à droite et parfois aussi un peu à gauche, sous couvert de laïcité. On entend des choses quand même un petit peu inquiétante sur l'islam et sur les musulmans. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, elle n'est pas plus excessive dans ses propos que quelqu'un comme Claude Guéant. Et Marine Le Pen, à ce jour, n'a jamais été condamnée pour un jeu raciste, contrairement au précédent ministre de l'Intérieur, qui pour autant était resté au gouvernement. Et quand on voit que des députés sont capables d'ovationner quelqu'un qui a été condamné par la justice pour provocation à la discrimination raciale, on se rend compte que les députés, quelque part, adoubent le racisme et disent « Voilà, nous accueillons en notre sein un raciste et nous ignorons complètement les gens qui nous ont élus, dont certains sont aussi noirs et arabes, pour reprendre l'expression consacrée, et on les méprise en fait. On les méprise parce qu'on estime que le bien fondé de la décision de justice est contestable et que finalement le racisme est une valeur avec laquelle nous sommes en accord. Et là-dessus, moi j'ai plus d'inquiétude sur cette banalisation-là, je suis plus inquiète de cette banalisation-là que de la réalité, que de l'hypothétique montée du Front National. Ok, Diallo, merci. Merci à vous.